Bonsoir à tous et bienvenue dans le débat. Comment faire face à la pénurie de logements pour les étudiants? Voilà la question de ce soir. Ils sont 74 000 chaque année à venir suivre un cursus en région bruxelloise. Alors, si offrir un toit de qualité à prix abordable, ce n'est pas évident, comme le montre ce reportage tourné ce matin par Arnaud de Spiegelard et Béatrice Broutou. Alexis a 26 ans. Originaire du Québec, il est inscrit à l'ULB en première master de journalisme. Pourtant, il s'en est fallu de peu de le voir aller s'inscrire dans une autre ville, voire dans un autre pays. Avec les problèmes d'admission à l'université libre de Bruxelles cette année, on devait attendre très tardivement pour s'engager dans un bail auprès d'un propriétaire. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et clairement, l'alternative, moi, si j'avais pas trouvé ce code ici dans les résidences universitaires, je ne serais pas resté à Bruxelles et je ne serais pas devenu étudiant de l'ELB. Ici, pas de connexion internet, de câble télé. 2 tables, 2 chaises, un lit et une salle de bain défraîchie pour un total de 20 mètres carrés. Néanmoins, Alexis s'estime privilégié. Ici, c'est vétuste, c'est ancien, c'est pas forcément fait au goût du jour, mais c'est aussi une ambiance très familiale. On est vraiment bien installé, on est juste à côté de l'université. Et vraiment, vis-à-vis du reste du marché et au prix qu'on paye, c'est très très largement compétitif. À 240 € par mois, les résidences universitaires affichent complet. À l'ULB, comme à Bruxelles, désormais, la demande dépasse largement l'offre. Je vais vous donner un seul chiffre. Pour l'ULB, aujourd'hui, avec notre parc de logement, nous répondons à une demande sur 4. Le besoin est donc urgent, car de cette pénurie découle un autre phénomène, celui de l'inflation pratiquée par certains propriétaires privés. Les étudiants, notamment ceux de l'étranger, cherchent beaucoup en juillet-août et là les propriétaires flambent leurs prix en juillet-août. Donc là on a vraiment, on sait très bien que les propriétaires exagèrent dans leurs prix dès qu'on arrive juillet-août et même septembre parce qu'il y a des étudiants qui arrivent déjà trop tard, donc même septembre. Donc je dirais que la bonne période pour chercher, c'est déjà même en mai-juin, mais nous avons des annonces au niveau de l'Office du logement tout au long de l'année. Et un logement trouvé n'est certainement pas une garantie pour l'avenir. Sadek peut en témoigner. À 28 ans, cet étudiant algérien habite à la résidence Nelson Mandela. Mais comme à son âge, il n'est plus prioritaire, il mise tout sur sa motivation pour espérer demeurer à 2 pas de l'ULB. Je suis ici à Bruxelles pour vraiment étudier, pour se donner vraiment fond pour atteindre mes objectifs et atteindre mon diplôme de psychologie de master. En attendant, Sadek et Alexis ne pensent qu'à une seule chose, réussir leur année d'études. Viendra alors le temps de l'incertitude, conserver leur logement actuel ou en trouver un autre, financièrement décent, pour leur permettre de décrocher leur diplôme. Alors, Michael Verboued, quel est l'enjeu de l'accessibilité des logements pour les étudiants? Donc, la priorité étudiante en matière de logement, c'est bien évidemment le coût. Donc, le coût est prohibitif pour beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à se payer un logement et donc n'arrivent pas à se payer des études supérieures, ils n'arrivent pas à étudier. Je vais prendre un exemple tout simple. Je viens de la province de Luxembourg et c'est obligatoire, si je veux faire des études universitaires, de me loger dans la ville universitaire. Et si je n'ai pas les moyens de le faire, c'est évidemment impossible d'accéder à l'université. Donc l'enjeu du logement étudiant, c'est vraiment un enjeu d'accessibilité à l'enseignement supérieur. Alors Ahmed Meddoun, aujourd'hui il y avait un colloque, on l'a deviné dans le reportage qui est passé ici, qui se déroulait au Parlement bruxellois. Vous disiez lors de ce colloque vouloir mettre la question du logement étudiant à l'agenda politique. Alors ça veut dire qu'elle n'y est pas pour l'instant. Et est-ce que c'est pas un peu provocateur à un moment où il y a une pénurie de logement globale à Bruxelles de le dire il faut mettre l'accent sur le logement étudiant? C'est-à-dire que l'on sous-estime tous les effets de la vague démographique. Elle va de la maternelle et elle va toucher évidemment toutes les classes d'âge progressivement. Ce que nous souhaitions simplement rappeler, c'est qu'un étudiant sur 5 en Belgique choisit de faire ses études à Bruxelles. 74 000 étudiants sont effectivement ici. Les loyers sont chers. Vous savez, aujourd'hui, un étudiant coteur-nafteur, pour une maman qui habite Tournai, si elle a 2 enfants à mettre aux études, eh bien, cela fera 12 000 € par an. Fois 2, ça fait 24 000 € par an. La moitié de ce budget sera consacré au logement. Le risque, c'est que si on ne fait rien, à terme, plus personne ne viendra étudier à Bruxelles. Le politique ne fait pas assez? Je crois que ce qui était intéressant aujourd'hui, c'est que certains politiques nous ont dit, vous savez, nous n'étions pas vraiment au courant de l'ampleur de ce problème. Ce qui est sans doute vrai, sans doute que nous n'avons pas assez tiré les sonnettes d'alarme. Et bien entendu, les besoins seront croissants pour tout le monde et il faudra sans doute faire des arbitrages.
D'où l'idée aussi de faire en sorte de répondre à une multiplicité de besoins. Il ne s'agit pas de construire nécessairement 4000 étudiants ici ou là, mais de rencontrer dans des projets mixtes, dans des programmations mixtes, des besoins qui vont des crèches jusqu'aux besoins étudiants. Alors, Christos Voulgaridis, vous êtes en charge du logement à Bruxelles. Dans l'accord de gouvernement, il y a une phrase, une plus grande attention sera portée à la problématique de la location des logements étudiants. Alors ça veut tout dire et ne rien dire, pratiquement. Est-ce que, par exemple, la région va construire du logement public ou est-ce que c'est d'autres mesures à l'agenda ? Elle en construit, donc je vous réponds déjà. On a un projet de construction de 300 logements près du campus d'Erasme et en même temps tout près du campus du CERIA, puisque nous avons aussi à Bruxelles... Ça, c'est une première. Plusieurs. C'est une première, c'est-à-dire que quand on dit que le gouvernement va s'en occuper, c'est parce que préalablement, comment est-ce que ça fonctionnait ? On s'intéressait surtout pas à tous les étudiants, mais aux étudiants qui avaient des difficultés, notamment sociales, pour pouvoir se loger de façon correcte et de pouvoir poursuivre, comme vous l'avez dit, des études avec le confort de ne pas devoir justement chercher chaque fois un logement ou de travailler dans des conditions qui ne sont pas évidentes pour la préparation de son année académique. Alors, c'est une responsabilité qui incombait et dont les réponses venaient généralement par les bourses qui étaient octroyées par les communautés et qui normalement faisaient en sorte que les publics qui étaient dans des situations sociales les plus difficiles pouvaient au moins bénéficier d'une bourse d'études, notamment aussi pour pouvoir trouver un logement. Alors on se rend compte qu'il y a d'autres types de réponses que les communautés ont mises en avant, notamment la communauté flamande, où à Bruxelles, ils ont, et ça depuis de très nombreuses années maintenant, mis en place une espèce pour l'ensemble des universités flamandes, une association qui s'appelle BRIC, et qui est devenue une espèce d'intermédiaire entre les propriétaires privés qui peuvent louer des chambres ou des cotes pour des étudiants et les étudiants. Et cette association BRIC valide aussi la qualité des logements qui peuvent être mis à la disposition. Du côté francophone, on se rend compte que c'est une idée qui est intéressante et qu'on pourrait stimuler. On se rend compte effectivement qu'à côté du problème de la crise du logement qui touche tous les publics, je veux dire, et qui est beaucoup plus général que les étudiants, on doit aussi s'intéresser aux étudiants, et c'est la raison pour laquelle je ne me décharge pas sur la responsabilité des communautés, et j'estime que la région peut aussi agir dans ce domaine. J'ai proposé, par exemple, qu'on puisse peut-être proposer à nos agences immobilières sociales, qui jouent un rôle entre les propriétaires privés et certains publics cibles, de pouvoir peut-être se spécialiser pour l'une d'entre elles, l'une ou l'autre, dans le public des étudiants. Ce qui pourrait permettre, par exemple, de pouvoir conclure entre l'agence immobilière sociale et des propriétaires des contrats de très longue durée, qui vont jusqu'à 9 ans. L'agence immobilière sociale garantit qu'il n'y ait pas de vide locatif, que les biens soient en conformité, et en même temps, l'agence immobilière sociale peut, avec les étudiants, conclure des baux d'une autre nature. Par exemple, des baux de 10 mois plutôt que de 12 mois. Et donc s'adapter par rapport aux réalités des étudiants, tout en allant chercher sur le marché privé et en garantissant sa qualité un certain nombre de biens qui pourraient donc s'ajouter et venir répondre en partie à ce problème du logement. Il y a encore d'autres pistes, mais j'imagine qu'on y reviendra. On va y revenir. Guido Ekelmans, alors vous, du logement, pour étudiants, vous en construisez depuis bien longtemps. Est-ce que c'est facile encore de trouver des terrains à bâtir à Bruxelles ? Excessivement difficile. Alors comment on fait ? Alors justement, nous avons quelque part une chance, et je dirais, il est peut-être intéressant aussi de savoir quelles sont les possibilités à développer, je dirais, des logements à Bruxelles ou une ville comme Bruxelles. Dites-nous brièvement. Nous avons 3 possibilités. Un, c'est de construire sur le terrain de l'université avec une baille amphithéotique. Automatiquement, si on voit l'impact foncier sur un immeuble, comme par exemple, où je vais en venir un peu plus tard, de transformer le bureau en logement, nous gagnons déjà au mètre carré l'équivalent de plus ou moins 100 euros au mètre carré, je dirais, par mois. L'impact finalement du foncier, si on va si on va chercher finalement à acheter un immeuble bureau tout à fait obsolète, lui donner une nouvelle vie. À condition qu'il n'y ait pas trop de pertes, je dirais, au niveau brut net. Et à ce moment-là, je dirais, là, ça c'est effectivement une façon économique d'approcher, je dirais, le problème des logements étudiants. La deuxième est le terrain tout à fait vague, mais je vous dis tout de suite que c'est quasi impossible, et si on en trouve, c'est impayable. Et le troisième, c'est effectivement la transformation, je dirais, de bureaux en logements étudiants.
Alors, ça, c'est un travail relativement néfaste parce que la configuration d'un immeuble bureau, a priori, n'est pas étudiée pour le faire des logements étudiants. Alors, après cette étude-là, on voit bien que l'aspect foncier est quand même un des plus gros handicaps. Et on doit estimer que plus ou moins 1000 mètres carrés, je dirais, ce qui est vraiment net utilisable, et l'impact foncier sur tout développement logement étudiant, en transformant, je dirais, des immeubles bureaux en logements étudiants. Ça coûte plus cher de construire ou de rénover? Ça coûte plus cher en renouvelant. Tout dépend de l'état. Si on veut récupérer la façade et qu'on doit que mettre de nouveaux châssis, ou si vraiment on garde que le squelette, évidemment, il y a un impact financier. Et c'est par entre 150 et 200 euros au mètre carré l'impact de chacune de ces choses que je viens de vous expliquer. Mais en règle générale, ça coûte plus cher de rénover. Ça coûte plus cher parce que il faut transformer. Il ne faut pas croire parce qu'on a un squelette qui est déjà fait que finalement on est gagnant. Ça représente plus ou moins 200 au mètre carré. D'euros au mètre carré construction. Il y a toutes les énergies, il faut les amener, il faut les évacuer. Il y a la sécurité, il y a les nouvelles dispositions au niveau qualité de vie qui doit être adaptée, au niveau des techniques spéciaux, parce que nous avons quand même l'habitude de construire pour demain avec des nouvelles technologies et évidemment une certaine qualité de vie qu'on ne peut plus comparer à ce qui existe. Et je dirais même ce qui était construit il y a 5 ans est déjà obsolète si on compare ça à ce qu'on fait pour demain. Christophe Zoulkeridis, vous voulez réagir? Mais sur la transformation de bureaux en logements étudiants, on vient de lancer une expérience pilote de reconversion de bureaux en logements, donc pas spécialement pour le public étudiant. Et spontanément, un des acteurs privés donc, qui s'est manifesté et qui a été retenu d'ailleurs, a proposé qu'on puisse le faire en logement étudiant. Et donc, c'est un projet qui sera situé sur la chaussée d'Ixelles, dans un quartier pas loin des sites universitaires. Et donc, je veux dire, il y a moyen, là, y compris avec une aide publique, de peut-être permettre à un certain nombre de bureaux qui sont devenus obsolètes, qui sont vides, de pouvoir être transformés, de participer en partie à la réponse par rapport à la construction de logements pour étudiants. C'est important si on ne veut pas non plus construire partout dans la ville. Puisqu'on sait que si on veut préserver la qualité de vie en ville, et on disait on veut en faire aussi une ville étudiante, une ville vivante, il faut aussi que d'autres fonctions puissent être rencontrées. Et donc, le fait d'éliminer des chancres ou des bâtiments qui sont vides et de les transformer dans la fonction de logement, notamment pour les logements étudiants, je pense que c'est aussi important. Brièvement. Ça me fait rêver d'entendre si le public puisse intervenir financièrement au développement, je dirais, de cette transformation-là. Effectivement, je crois que ce sera vraiment win-win. Mais ne restons pas dans le rêve, concrétisons, et nous pouvons le faire, vraiment. Je vais vous recontacter, en tout cas. Mais vous dites, on ne fait pas du logement social, c'est pas notre rôle, enfin du logement pour étudiants social, c'est le rôle de l'université. Est-ce que l'université peut suivre à ce niveau-là? Mais écoutez, les universités sont comme les hautes écoles d'ailleurs, lorsqu'elles ont du terrain, du foncier, elles ont évidemment des étudiants qui sont de plus en plus nombreux, elles ont des durées d'études qui se sont rallongées, on est passé à 5 ans, on a des besoins en auditoire, on a des besoins en bureau, on a des besoins en laboratoire. Évidemment, ces besoins sont concurrentiels sur les petits mètres carrés que nous avons. Dès lors, qu'est-ce que nous faisons ? Donc vous préférez les affecter à des auditoires et à des locaux dans la hiérarchie des besoins. En revanche, nous avons effectivement déjà, et c'est d'ailleurs l'une des attentes aujourd'hui, l'une des idées, Guido Ekelmans en parlait, c'est que un bon partenariat public-privé, c'est de faire en sorte que des logements soient construits, pourquoi pas par le privé, sur du foncier mis à disposition par le public, ce foncier étant en réalité un tiers payant, un investissement qui fait en sorte que, en contrepartie, les loyers sont réduits. Donc, pour le dire autrement, oui, on peut mener une politique sociale dans un bon partenariat public-privé. J'aimerais peut-être réagir un petit peu parce que j'entends beaucoup d'idées qui sont lancées, mais je voudrais quand même rappeler que la situation elle est quand même relativement urgente et cruciale. Donc déjà actuellement, on voit que la moyenne pour les logements étudiants est plus élevée à Bruxelles que dans le reste de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc le coût. Le coût, oui, le coût. Donc on vient de faire une enquête au niveau de la Fédération des étudiants francophones qui montre que c'est 4 200 € par an en moyenne en Fédération Wallonie-Bruxelles de manière générale, et c'est 4 600 € par an à Bruxelles. Donc on voit déjà qu'il y a une distorsion par rapport au reste de la communauté française. Première chose, et deuxième chose, j'ai lu ce matin avec intérêt l'interview de M. Zoulkeridis, où on parle de 250 000 habitants en plus à Bruxelles d'ici 2020. Et comme on l'a déjà répété, le problème du logement, ce n'est pas seulement le problème du logement étudiant, c'est le problème, en tout cas à Bruxelles, c'est le problème généralisé du logement. Et donc si maintenant on ne prend pas des dispositions pour construire davantage de logements pour la population bruxelloise en général et pour les étudiants, on court droit à la catastrophe. Et ça fait des années que la FEF
fait des campagnes pour demander la construction de logements publics pour étudiants. Et il n'y a encore rien qui se fait. Et là, évidemment, le ministre Marcourt, je pense que c'est le roi pour donner la balle, jeter la balle aux autres et se dire oui, mais moi, je suis responsable de l'enseignement supérieur, mais pas du logement, alors allez voir ailleurs. Et alors, il y a une complexité institutionnelle en Belgique qui est vraiment catastrophique à ce niveau aussi. Quelles sont les mesures que vous demandez ? Nous, on demande déjà la construction de logements publics pour étudiants. Donc, on dit bien public parce que le partenariat public-privé, c'est quelque chose qui va en fait coûter plus cher à l'État à terme que si l'État fait un prêt pour directement construire des logements. Donc, pour donner un chiffre, l'UCL va construire des logements dans les prochaines années et évalue à 33 000 € par chambre la construction de nouveaux logements. Donc, 33 000 € par chambre. Et donc, ça, c'est une première chose. Et M. Dulkeridis l'a rappelé aussi, une idée, ce serait de faire un bail étudiant qui permettrait de réduire le bail étudiant classique de 12 mois à 10 mois. Ce qui veut dire que l'étudiant qui réussit normalement en première session, si tout va bien, il étudie de septembre à juin, ça fait 10 mois, et il peut éventuellement prolonger son bail du coup à 12 mois pour les 2 mois de loyer, les 2 mois de seconde session s'il en a une. Vous êtes pour un encadrement des loyers des étudiants ? Mais c'est quelque chose qui risque d'être difficile parce qu'on a peur que du coup les propriétaires ne louent plus aux étudiants et que ça ait des effets pervers. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui peut être néfaste pour les étudiants, mais aussi pour toute la population bruxelloise. Christophe Dulkeridis, sur le bail et l'encadrement des loyers. Et donc sur le bail, je pense que l'agence immobilière sociale, en étant un intermédiaire, peut justement permettre cette souplesse, c'est-à-dire avoir des baux plus classiques avec les propriétaires privés, mais en même temps s'adapter pour, par exemple, des périodes de 10 mois, ou même de 2 mois. Il y a parfois des étudiants qui ont besoin de pouvoir préparer correctement leur deuxième session, et donc pendant l'été de pouvoir s'adapter à ce public-là. Je crois maintenant qu'effectivement, l'objectif n'est certainement pas de renvoyer la balle aux autres, et nous devons prendre nos responsabilités. Je pense que c'est mieux de le faire ensemble, donc j'ai proposé de prolonger le colloque qui a eu lieu aujourd'hui par une réunion avec tous les acteurs, d'abord du monde académique qui sont présents à Bruxelles. C'est une richesse quand même extraordinaire d'avoir autant d'universités, autant d'établissements d'enseignement supérieur, autant d'étudiants par ailleurs, et d'essayer de le prendre de la manière la plus positive possible. Je pense que c'est ensemble qu'on va pouvoir apporter des réponses qui puissent satisfaire à tous les publics et en étant attentif au fait que c'est les publics les plus précarisés d'abord qu'il faut pouvoir soutenir. Je pense que les communautés ne peuvent pas rester sur le côté et se dire « nous, on n'a plus rien à voir là-dedans ». Je rappelais le principe des bourses. Si les communautés ne continuent pas à soutenir une politique sociale d'accessibilité à l'enseignement supérieur, il y a un problème de responsabilité là. Et par rapport à ça, donc, il serait normal et logique qu'ils soient autour de la table pour contribuer en partie à pouvoir trouver des réponses. Ahmed Medoun. Oui, c'est vrai que dans tous les leviers possibles, on a parlé de la dispersion des compétences, mais c'est vrai qu'il y a la question aussi de l'allocation loyer. Vous savez qu'en France, la politique d'aide à l'accès au logement pour les étudiants passe par une allocation loyer. Vous savez aussi qu'il y a une labellisation des logements étudiants qui existe pour ce qui est de la France. Il y a même des forums qui permettent de donner un avis sur les logements dans lesquels vous avez séjourné. Et donc vous pouvez tout à fait sanctionner les bailleurs peu scrupuleux. Et puis, par ailleurs, vous le savez sans doute, on en a parlé d'ailleurs ce matin, dans toutes les pistes possibles, c'est pas seulement construire, c'est pas seulement rénover, c'est aussi reconvertir, etc., mais aussi la possibilité de loger chez l'habitant. Et dans les pistes intéressantes qui ont été mises sur la table, pistes qui ont déjà fait l'objet de réflexion à l'échelle du gouvernement bruxellois, c'est celle du logement intergénérationnel. Puisque c'est vrai qu'on s'est bien rendu compte à l'occasion de ce colloque que l'image de l'étudiant dans la ville était une image souvent stéréotypée. On est bien loin du notable qui vient dans son logement, le fils de notable qui vient dans son logement étudiant. Aujourd'hui, les étudiants viennent de tous les milieux sociaux. Bruxelles éponge la diversité du monde. Même si, effectivement, vous avez raison de jeter de la tête, c'est vrai qu'effectivement, ceux qui ont les moyens les plus réduits aujourd'hui sont dans l'enseignement supérieur. Ils sont moins nombreux proportionnellement à l'université, c'est aussi une réalité. En attendant, effectivement, l'une des idées, c'est le logement intergénérationnel. Ça ne fera sans doute pas des bataillons d'offres de logement, mais ce sera toujours une possibilité aussi de pouvoir avoir, en contrepartie de services rendus, par exemple, chez des personnes plus âgées, qui sont dans des appartements où les enfants sont partis, d'avoir moins de solitude, d'avoir, de façon tout à fait encadrée, d'avoir peut-être aussi une autre image de l'étudiant engagé dans la ville. Il y a des pays où des pratiques ont été même récompensées, c'est vrai pour la France et c'est vrai pour l'Espagne. Alors, une question rapide. Il est question de créer des grands ensembles de logements ou des petits ensembles de logements. Vous, Monsieur Ecolmans, vous prenez les grands. Pourquoi ? Tout simplement, si vous voulez vraiment donner une qualité, c'est-à-dire service-prix,
il est impératif que nous devons repartir ces frais sur un ensemble d'occupants, le plus possible. Le plus possible veut dire entre 250 et 500. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on met l'accent sur la sécurité. Sécurité veut dire pas seulement de badge d'entrée et que tout le monde est tranquille chez soi avec des caméras de contrôle et autres. C'est aussi, je dirais, un concierge. C'est aussi une assistance technique. C'est aussi, je dirais, un lieu de rencontre avec des foyers, avec des saunas, que ce soit, je dirais, des lieux de rencontre vraiment, je dirais, entre étudiants. Parce qu'il faut pouvoir payer la gestion. Absolument. Il faut payer la gestion, pas seulement la gestion, mais surtout, je dirais, tout ce que ça représente, je dirais, au niveau gestion et le service qu'on peut y rendre. C'est la raison pourquoi il est essentiel que quand on fait ce genre d'opérations, qui sont de son importance telle que vous venez de mettre l'accent, est très important qu'elles soient hyper structurées et assez disciplinées. C'est vrai que nous sommes relativement stricts au niveau de nos contrats et au niveau de l'ambiance de l'immeuble, qui fait comme effet qu'évidemment l'environnement proche n'est pas victime de cette concentration. Que je sais bien, il y a des politiciens qui sont peur. Il y a des peurs dans certaines communes par Absolument. rapport... Et je peux vous garantir, et nous avons 4-5 exemples, parce qu'on en a quand même construit 5000 plus ou moins en Belgique, on a de belles références comment il faut le faire. Oui. Monsieur de Grédy, sur ce point, rapidement, en 20 secondes. Je pense que de toute façon, la peur n'est certainement pas celle qui doit nous guider. On doit apprendre à vivre ensemble dans cette ville. Et a priori, je suis contre la ghettoisation, c'est-à-dire les logements sociaux dans un coin par là, les étudiants dans un autre coin par là et les riches encore ailleurs. Donc, il faut travailler sur des mixités. Mais je ne suis pas contre non plus le fait, à certains endroits, de pouvoir construire des unités plus importantes. De toute façon, ce n'est pas une seule réponse qui va permettre de pouvoir régler le problème. Et donc, nous devons diversifier. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a pas mal de pistes maintenant qui sont sur la table. Il faut les concrétiser. Parler des allocations de loyer, les agences immobilières sociales, c'est exactement ça. Puisque c'est vraiment une allocation qui vient des pouvoirs publics et qui compense un peu la difficulté. Donc, je donne le mot de la fin aux étudiants. Brièvement, 20 secondes. Mais ce que je trouve dommage, c'est ici qu'on est en train de poser un constat qu'il y a effectivement un problème au niveau du logement étudiant. Et je ne vois pas encore, malheureusement, de projet concret pour vraiment aller à l'encontre de cette pénurie. Et donc là, ce qu'on est en train de faire, ce sont des bonnes choses. Je pense qu'effectivement, le logement intergénérationnel sont des bonnes idées. Mais ce n'est qu'un sparadrap sur une jambe cassée. Et donc au final, c'est pas ça qui va changer la donne, et c'est pas ça qui va faire en sorte que le coût du logement diminue pour les étudiants, rend l'enseignement supérieur plus accessible, et que surtout on lutte contre la pénurie de logement. Donc la réflexion est à continuer, mais c'est un petit peu ce qui ressort de ce débat et puis du colloque qui s'est tenu aujourd'hui. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un autre thème. Belle soirée à tous. Au revoir.